Bonsoir à tous, bienvenue. On est vraiment ravis de vous recevoir aujourd'hui, Christelle et moi, pour le premier épisode de ce webinaire live Amour toujours, rêve ou cauchemar. Alors, je suis Cédric Prévitali, je suis le fondateur de True North Odyssey. J'ai décidé de fonder cette compagnie parce que je trouve qu'en tant qu'homme, on n'a pas vraiment de guides ou d'informations qui sont pour nous, et je suis décidé de partir à la recherche d'informations et au travers de blogs pour commencer, et puis ça s'est transformé en podcast où j'ai rencontré pas mal de monde, et pendant mes recherches et mes rencontres, eh bien, j'ai rencontré Christelle qui vient de fonder Parlons Sexe, et ben, je vais laisser Christelle se présenter. Bonsoir Christelle. Bonsoir Cédric. Je suis ravie de vous retrouver aussi en ce mardi 12 janvier 20h. Voilà, donc moi je suis Christelle, je suis près de Tours, puisque ce soir il faut expliquer que Cédric est à Londres et moi à Tours. Voilà, Voilà. voilà. Oui. Alors moi je suis passionnée par les relations humaines depuis toujours, par le développement personnel et aussi sur ces questions du masculin et du féminin. C'est quoi être un homme? C'est quoi être une femme? Ce sont des choses qui m'ont toujours beaucoup questionnée, au point que j'en ai même fait un cursus universitaire. Voilà. Et puis, je suis aussi une militante pour les femmes, avec un engagement au planning familial depuis plus de 10 ans maintenant et qui m'enrichit beaucoup. Et puis, comme tu l'as dit, depuis 2020, j'ai créé l'espace Parlons Sexe, qui est un espace d'information et de parole pour tous ceux qui souhaitent cheminer vers une sexualité joyeuse, décomplexée et égalitaire. Et comme je trouve que l'égalité commence aussi par la chambre à coucher, je trouve qu'il y a plein de choses à faire au niveau de la communication dans les couples et puis autour des injonctions, des stéréotypes et des croyances. Voilà. Je suis tout Et à fait alors, d'accord. justement, en termes de stéréotypes, dans les couples, autour du couple et du sexe et de l'amour, il y en a beaucoup. Et c'est en échangeant avec toi que nous est venue cette idée justement de partager nos réflexions, de mettre ça un petit peu en ordre et en forme et d'en parler, voilà, pour en faire profiter le plus grand nombre. On a revu le titre plusieurs fois. Je ne vous dis pas les noms qui ont été évoqués avant parce qu'il y avait des mots pas très positifs. Mais l'idée, c'était aussi de sortir du politiquement correct et puis de parler des relations longue durée dans leur côté merveilleux, constructif, et puis aussi dans la version plus désagréable ou enfermante. C'est du point de vue de chacun et c'est de ça dont on va parler. Voilà. En tout cas, c'était important de faire le point. Et puis, on vous a concocté une belle série, une belle causerie de 8 épisodes où on parlera du couple, de la jalousie, de comment sortir des sentiers battus, de la nécessité du jardin secret, par exemple, ou la conjugalité, la parentalité, tous ces ingrédients qui font partie du couple et de l'amour, avec l'intérêt qu'on a un regard croisé d'hommes et de femmes. Et c'est ce qui fait notre force et notre enrichissement. Et puis avec vous, ceux qui sont avec nous ce soir, où vous pourrez poser vos questions, intervenir, réagir et partager vos expériences. Voilà, Cédric, ce que j'aurais à dire. Merci, merci Christelle. Donc aujourd'hui, comme l'a dit Christelle, on va parler de désir ou amour, donc faire la différence. Et ce sera une suite de 8 épisodes, comme l'a dit Christelle, et les prochains épisodes seront, on va essayer de le faire tous les mardis. On vous tiendra au courant sur la page True North Odyssey et sur la page Parlons Sexe. Vous pouvez nous suivre sur Facebook. Mais pour l'instant, le rendez-vous sera tous les mardis. Donc, sans plus attendre, je pense qu'on va pouvoir commencer. Qu'est-ce que tu en dis, Christelle? Je suis prête. Oui. Ok, super. C'est, Alors, on y va. Here we go. Alors, on vous a préparé un petit PowerPoint, ça fait un support visuel pour tout le monde et puis c'est un petit peu plus dynamique. Alors, effectivement, ça me semblait important, moi, de poser cette question, qu'est-ce que le désir?
C'est une grande question, c'est complexe. Je pense qu'on ne pourra pas y répondre ce soir. En tous les cas, les psychanalystes, les anciens, les philosophes, les sociologues se sont penchés sur la question. Je ne vais donc pas vous faire un cours magistral, mais plutôt un petit tour d'horizon en explorant quelques notions en lien avec ce qui nous intéresse. De fait, le mot désir est finalement assez rare dans la langue française. On préfère en général employer le verbe désirer, désirer un café, désirer une réduction, désirer un peu d'attention, mais ce n'est pas forcément sexuel. Alors, pour ce qui est du désir, je vais vous parler de 5 caractéristiques intéressantes. Et puis, vous me direz si ces traits vous évoquent quelque chose ou si vous reconnaissez des expériences vécues. Voilà. Alors, le premier point intéressant, le désir est irrationnel et obsédant. Alors, vous avez un petit support visuel qui va vous permettre de vous représenter les choses. De fait, quand on s'obsède pour un nouvel objet technologique ou pour un vêtement qui nous plaît, il n'y a pas grand-chose de rationnel là-dedans. On peut donc dire que le désir est avant tout quelque chose qui occupe l'esprit et c'est un phénomène psychique avant d'avoir une dimension physique. Le désir peut ainsi avoir une emprise sur l'être humain et peut causer un trouble. J'imagine que tout le monde voit bien ce que je veux dire dans ces cas-là. Celui qui désire n'agit plus normalement. Il pense sans cesse à l'objet désiré, il en parle en permanence. Et j'ajouterai, je vais le rajouter plusieurs fois, les publicitaires le savent bien. Est-ce que tu peux nous relater une expérience, Cédric, par rapport à cet aspect du désir irrationnel et obsédant? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est pour les hommes, c'est toute l'industrie du porno et c'est toute l'industrie de l'érotisme, etc., qui est présente partout. Voilà, faire demander, faire monter le désir et puis l'assouvir, etc., d'un point de vue masculin, c'est la première chose qui me fait penser. Et puis les choses relativement stupides et irrationnelles, comme tu dis, qui peuvent arriver dans ces moments-là, pour un homme, c'est relativement normal. Et c'est pour ça qu'il y a des millions, voire des milliards de vues sur ces sites-là. Et la même chose, on pourrait dire, avec un peu tout, quoi. C'est-à-dire que d'un point de vue marketing, l'idée de rareté, l'idée de prendre, de louper une occasion va créer ce désir irrationnel et obsédant, ce qui va faire qu'on va faire des achats compulsifs, par exemple. Complètement. Tout à fait. J'ai plein de livres Amazon que j'ai achetés et que je n'ai pas encore lus. C'est ça. En tout cas, on te les a bien vendus. Alors, la deuxième caractéristique du désir, c'est qu'un désir ne peut pas être comblé. Ça, c'est très intéressant. Quand on obtient l'objet souhaité, on cesse de le désirer. Et c'est là où je vais faire plaisir à Cédric, qui aime bien citer les anciens. Donc là, je vais citer Platon. On ne désire que ce dont on manque. Voilà. Donc, une fois qu'on a l'objet, on ne le désire plus. Ça, c'est fait. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on cesse de désirer. Simplement, notre désir se déplace vers un nouvel objet de désir. Et là aussi, les publicitaires le savent bien. Ouais, ce qui est intéressant aussi, c'est cette idée, voilà, de désir d'une personne, si on prend le sujet de la soirée qui est l'amour et ses désirs, et on peut se retrouver dans une situation où on se retrouve avec quelqu'un et une fois qu'on l'a, on est assouvi et on a besoin d'aller voir ailleurs ou voir chercher d'autres expériences qui vont assouvir à nouveau ce désir. Et encore une fois, d'un point de vue consumériste, on est tout à fait dans cette optique où il nous faut toujours plus, et puis on se rend compte qu'il faut une voiture un peu plus chère, il nous faut une maison un peu plus grosse, et puis etc. Et dès qu'on l'a, on se rend compte que ça ne nous suffit plus. Et donc voilà, je crois que je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une chute en avant. On va sans doute avoir l'occasion d'en reparler pour ce qui est le lien avec l'amour et le couple. Voilà, absolument. Alors, l'étape 3 à mentionner, c'est que l'objet du désir est largement fantasmé. Il semblerait qu'on désire plus intensément ce qui nous est inaccessible. En fait,
On se forge une image de l'objet, une représentation de l'objet, et on lui attribue souvent des propriétés qu'il n'a pas. C'est une représentation qui peut être déformante, voire totalement fausse. Et ça joue un rôle central dans le désir, d'où on retrouve les réflexions des philosophes qui disent est-ce que le sujet désire l'objet réel ou l'objet tel qu'il se l'imagine? Et là aussi, les publicitaires le savent bien, puisque ce qu'on nous vend essentiellement, c'est du rêve et pas forcément quelque chose de très concret. Ouais. Ce qui me fait penser, c'est ce livre d'Edgar Tolle, le pouvoir de maintenant, Power of Now. J'imagine que c'est traduit en pouvoir de maintenant. Alors, on appelle ça, en français, il est intitulé Le pouvoir de l'instant présent. Voilà, pouvoir de l'instant présent, où voilà, cette idée de désir, c'est toujours sur le futur. Ça peut être aussi, j'imagine, peut-être des regrets où on aimerait que les choses se soient passées différemment. Mais ce qui est intéressant, c'est de ramener la méditation, le bouddhisme, etc., ramène à ces notions-là, d'essayer d'arrêter de désirer des choses sur le futur et juste de se concentrer sur le présent. Mais on va en reparler quand on va reparler de l'amour et du couple, mais ce sont des mécanismes qui sont assez similaires et c'est important là de les évoquer justement avec des choses qui ne sont pas forcément en lien avec l'amour ou avec le couple. Ce sont des mécanismes qui existent dans plein de situations, en fait. Absolument, oui. Alors, la caractéristique numéro 4, c'est que le désir est une part intégrante de l'être humain. Et là, on retrouve l'éclairage de la psychanalyse qui dit l'être humain est un être de désir. On parle d'un sujet désirant qui ressent un manque, d'un objet désiré, qui est alors pensé comme celui qui va combler le manque, qui va le faire disparaître et qui va apaiser l'individu. Et ça aussi, c'est intéressant. Parce que si on projette sur l'autre l'idée qu'il va venir combler un manque, ça a des conséquences après dans ce qui va suivre. Voilà, que ce soit le manque ou le trouble vécu par le sujet, il n'a pas le choix de désirer ou non. Un désir en chasse un autre, on l'a dit, c'est un cycle successif de désirs. Être humain, c'est désirer. On n'a pas le choix. De toute façon, c'est aussi ce qui nous rend vivants. Ça me fait penser aux marques sociales, bon, notamment les voitures, où on a besoin de cette voiture pour montrer qu'on est important. Oui, tout à fait. Oui. Alors, bien sûr, le désir, c'est aussi une pulsion sexuelle. Lapsus, Freud a appelé ça la libido. Voilà. Ça fait appel à l'instinct. C'est incontrôlable et irrationnel, et ça se nourrit en partie de l'esthétique, de l'attirance esthétique d'un corps. Ça peut paraître brûlant et incontrôlable. Évidemment, on peut dissocier désir et passage à l'acte. Voilà. Mais la manifestation du désir peut varier suivant les personnes, suivant la période de la vie et aussi selon les cultures et suivant le genre. Le désir est socialement marqué, en fait. Ça a longtemps été considéré comme mauvais. Ça a été réhabilité dans notre culture et c'est instrumentalisé à des fins publicitaires, mais aussi en termes de normes. Par exemple, un corps désirant est un corps qui va bien et qui fonctionne, et donc un couple qui va bien. Et si un couple n'a pas de désir, eh bien, c'est un couple qui ne fonctionne pas. Et ça aussi, c'est une norme sociale. Qu'est-ce qui dit ça? Pourquoi ça ne pourrait pas être autrement? Voilà. Mais c'est intéressant, toutes ces pressions, au final, quand on essaye de les décomposer, de savoir, mais pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce que... Et en règle générale, encore une fois, on va mettre le doigt sur... pointer du doigt le marketing, la communication, où on est tiraillé tout le temps sur comment avoir l'amour, faire l'amour sur le long terme, comment garder la flamme, comment garder le désir, comme si c'était intrinsèquement logique que quand on est avec quelqu'un sur 30, 40, 20 ans, il faut absolument qu'on fasse l'amour 3 fois par semaine, ou je ne sais pas qui est-ce qui met ce genre de choses. Et ça, c'est encore une fois dans cette idée de performance et de consommation dans laquelle on vit depuis quelques décennies maintenant.
C'est pour ça qu'on est là et pour tirer la sonnette d'alarme et, et inviter chacun à réfléchir à ces injonctions, en fait. Absolument. Voilà. Voilà. Alors, en conclusion, je vous ai préparé un petit clin d'œil très intéressant, voilà, pour rire un peu. Je dirais que le désir est un état de conscience altéré provoqué par le besoin primaire de procréer, tout simplement. Donc, voilà, ça peut amener à des situations comme ça, on peut en rire, hein. En fait, le désir est alimenté par l'idéalisation de la personne ou de l'objet à un moment et à un lieu donné. Ça génère un état de grâce, une impression immédiate de gaieté, de sensation de voir le monde disparaître autour de nous, un faux sentiment de sécurité et une idée de l'amour. Bon, on en reparlera après, mais voilà, c'est quand même un état de conscience altéré. Moi, c'est ça qui me semble important à retenir. Et, euh, et il me semble que ça n'est pas de l'amour, mais peut-être on va expliquer ce que Un peu c'est l'amour. comme de l'hypnose, en gros, Oui, hein, oui, c'est ça. subconscient, voilà. On en reparlera au moment du coup de foudre aussi, où il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais voilà, ça me semblait intéressant de débroussailler un peu le sujet autour de ça. Est-ce que peut-être nos interlocuteurs ont des questions, des remarques voilà, est-ce que certains se sont reconnus dans ce sujet du désir? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été oubliées ou qui vous ont surpris peut-être? N'hésitez pas, alors vous n'avez pas la parole, mais vous pouvez écrire vos questions. Voilà, voilà. Ce que vous avez, c'est que vous avez soit le panel de discussion, et personnellement, je ne peux pas le voir tout de suite Ah, parce que je suis en train de faire la présentation, mais ce qu'on fera, c'est qu'à la fin, on posera des questions. Vous pouvez d'accord. maintenant, en bas, vous devriez avoir sur votre téléphone ou sur votre ordinateur quelque chose qui s'appelle Q&A ou Q&R, questions et réponses. Donc, ce serait mieux si vous posiez vos questions là et on ira au travers de ça à la fin. On a encore peut-être 20 minutes de présentation et après, on ouvrira la discussion avec vous. Tout OK? à fait. Tout à fait. Euh, alors moi, ce que j'ai fait dans cette, dans cette série, c'est que je suis allé au travers de... Je me suis posé la question, qu'est-ce que l'amour? Alors, j'ai un petit peu creusé, j'ai cherché un peu les différentes choses que je pouvais trouver majoritairement sur Internet, mais également dans les livres. J'ai appelé quelques amis, etc., qui connaîtraient dans le domaine. Et ce que j'ai découvert au final, c'est que toutes mes recherches retombaient un petit peu sur les Grecs. Et les Grecs anciens, ils avaient quand même fait pas mal de travail en termes de langage. C'est-à-dire que nous, en français, ce n'est pas forcément vrai en anglais, parce qu'il y a deux mots pour parler d'amour. Mais en français, on a le mot aime et on n'a pas vraiment grand-chose d'autre. J'adore ou j'aime. Il n'y a pas vraiment. Et donc, c'est j'adore les gaufres, comme on avait dit dans l'introduction. J'adore ma femme, j'adore le chien. Ça ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est que c'est un sentiment relativement positif. Et donc, il y a plusieurs types d'amour chez les anciens Grecs qui sont Eros, Philia, Storge, Ludus, Mania, Pragma, Philancia. Et le dernier, c'est Agapé, mais j'ai vérifié cet après-midi et la prononciation, c'est Happy. Ce qui est rigolo parce que ça fait un peu penser à Happy, qui est heureux en français. On verra tout à l'heure en anglais. On verra tout à l'heure ce que ça veut dire. Et je n'ai pas trouvé mieux au final en tant que type d'amour. Alors, on serait chez les Inuits, ils ont à peu près 80-90 types de formes de neige. Et donc, ils s'y connaissent quand même énormément en neige. Et je me suis dit que 8 types d'amour, dépendamment des situations, je pense que c'était pas mal. En fait, il y en a 10. Il y en a deux autres, mais elles ne sont pas vraiment euh, intéressantes pour ce qu'on parle aujourd'hui. Je vais en parler un petit peu pendant la présentation, mais au final, ce n'est pas très intéressant. Le premier, c'est Eros. Alors, Eros, c'est le dieu de l'amour, comme tout le monde sait, et du sexe. C'est une impulsion de créativité, désir et fertilité. C'est un feu primal qui s'éteint très rapidement. Je ne vais pas fermer mon livre. C'est une énergie qui est rarement civilisée. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les Grecs s'en méfiaient énormément de
de ce type d'amour. C'était considéré comme irrationnel, donc dangereux. Mm. C'est en règle générale ce qui se passe au début d'une relation où ben, on est ensemble tout le temps et on forme une seule et même entité. Mm. C'est pas la première fois que je le vois ici, mais tout ce qui est érotisme, etc., c'est beaucoup au travers de la créativité. Je pense que c'est intéressant de noter ici que, encore une fois, on en parlera peut-être sûrement dans les prochaines séries, mais de se retenir en tant qu'homme ou en tant que femme au niveau sexuel, de pas faire attention, de faire attention à toutes ces pulsions. Apparemment, ça aide au niveau créatif dans le reste de sa vie. Donc, je pense que c'est intéressant à souligner. Le deuxième, c'est philia. Alors, philia, c'est l'amitié et la camaraderie. C'est un amour sublime en Grèce antique. C'est vraiment, Aristote parlait d'un amour vertueux et impartial. Platon parle d'un amour sans attraction, donc l'amour platonique. Bon, là, c'est Friends. On sait que certains avaient couché avec d'autres, mais on a l'idée. Hein. Il y a 3 formes de philia. Il y a l'avantage mutuel, il y a l'amour agréable et il y a également l'admiration mutuelle. Je pense que c'est assez intéressant. Il y a donc, je vous avais parlé de 2 extras. Il y avait aussi philéo qui est eh ben, j'ai envie de devenir ami avec cette personne. Donc, l'idée d'avoir envie de se rapprocher d'une personne pour devenir ami, ça avait également un nom en Grèce antique. Ensuite, c'est la fête à la maison, full house en anglais. L'amour de famille, storge. C'est une amitié qui peut également depuis l'enfance, donc les amis d'enfance, etc. C'est storge. C'est également l'amour pour les animaux de compagnie. C'est l'acceptation, le sacrifice et le pardon. Donc voilà, énormément. Donc c'est un amour inconditionnel. Hein, quand on a un enfant, on a du mal à le... voilà, c'est très facile de pardonner les erreurs. C'est une sensation de sécurité et de confort. Et ça peut être également un amour qui peut empiéter sur le développement personnel s'il est trop envahissant et si à un moment donné dans la vie, eh bien, ça peut voilà, retenir pour le développement personnel. Et ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que dans les civilisations anciennes, il y avait un rituel de passage, c'est-à-dire que de l'enfance à l'âge adulte, quand on était un petit garçon, eh ben, on était retiré des jupons de sa maman pour aller chez les hommes, et pareil pour les femmes, dépendamment des cultures, différents âges. Mais il y a cette idée de, voilà, maintenant tu étais un enfant et ensuite tu es une femme, ça pourrait aider aussi. Et puis, quand on l'a préparé ensemble, je me suis fait cette réflexion. Les autres mots de l'amour ont donné des versions en français ou en anglais, en tout cas des dérivés. Voilà. Storge, celui-là, je ne l'ai pas trouvé en français. Il n'y a aucun mot qui a cette racine-là, qui est en lien avec ça. Celui-là, il n'existe pas. Ouais, c'est vrai que c'est relativement intéressant de voir un petit peu ce qui en ressort. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Curieux. L'amour suivant, c'est ludus. Alors, l'abus, c'est proche d'Eros, dans le sens où ce sont des jeunes amoureux qui flirtent. C'est également cette innocence enfantine. C'est aller danser avec son partenaire, c'est aller faire des jeux ensemble, voilà, en tant que complice. Ce qui est intéressant de voir avec Ludus, c'est aussi des amis qui peuvent aller boire un verre en terrasse. Donc, ce n'est pas forcément juste pour l'amour de 2 personnes, mais c'est intéressant de voir que voilà, il y a un amour de faire quelque chose avec son partenaire de vie ensemble sur le long terme. Et quelque chose qui est de l'ordre du festif et du joyeux, bien sûr. Voilà, festif, joyeux, c'est aller danser, c'est aller au restaurant, c'est faire des voyages ensemble, partir en vacances, enfin bref, s'amuser, quoi. Ce qui est intéressant aussi de noter, et tout le monde l'aura certainement remarqué, c'est que ludus, c'est ce qui a tendance à disparaître sur une relation sur le long terme. Donc vraiment, voilà, quand
quand les choses commencent à prendre de la distance, quand les deux personnes commencent à prendre de la distance, voilà, on a forcément peut-être un peu moins envie d'aller au restaurant ou moins grand chose en commun ou pas vraiment de choses à dire. Et du coup, c'est là où la distance commence à prendre le pas. Ensuite, il y a un amour un peu spécial, c'est Mania. Là, vous aurez reconnu Misery. C'est un film basé sur un livre de Stephen King. Et Mania, c'est l'obsession, c'est la folie. Donc, dans mes recherches, c'était relativement négatif. Donc, cette idée de codépendance, de jalousie, de violence, c'est lié à une faible estime de soi des deux côtés, donc soit le bourreau et la victime. Et il y a un besoin urgent d'attention et d'approbation des autres. Ce qu'on avait noté aussi dans nos préparations, c'est que Mania, c'est également l'obsession sur réussir un projet professionnel ou découvrir un nouveau domaine d'expertise ou développer un nouveau domaine d'expertise. Et donc, c'est mettre les heures et l'amour du travail pour pouvoir devenir un expert. Donc, ce n'est pas forcément entièrement négatif, mais trop de travail, se concentrer seulement sur un domaine de sa vie va forcément avoir un impact sur les autres. Donc, c'est un genre d'amour où il faut faire extrêmement attention. Et c'est intéressant cette illustration de Misery parce que c'est une forme d'amour. Alors, qui est discutable et qui peut être toxique, mais c'est une forme d'amour. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Misery, en fait, c'est un homme qui a un problème de voiture, qui frappe à la porte d'une dame. Et ce monsieur est un auteur. Et il se retrouve chez cette dame qui est fan des livres qu'il a écrits. Et il lui annonce au final que, eh bien, il va mettre fin à la vie du héros et arrêter la série. Et elle décide de le séquestrer pour le forcer à réécrire l'histoire et de continuer. Bon, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. C'est un film très intéressant. Ouais, très intense. Oui, c'est le cas de le dire. Le suivant, c'est Pragma. Et Pragma, eh ben, c'est l'amour qui mûrit sur le temps chez les amis et chez les couples. C'est un amour complexe, exigeant, parce qu'il il demande de l'engagement sur les deux parties. Ça requiert de la patience, de la tolérance, de la compréhension et des compromis. Tous des mots qui sont relativement difficiles à un moment donné dans toute relation, c'est-à-dire que voilà, il faut absolument avoir cette base. Et ce que j'aime aussi dans Pragma, c'est l'idée que les deux parties font un effort. Il y avait un psychanalyste, je vais lire la citation de Erich Fromm, qui est un psychanalyste, qui dit « Nous passons trop de temps sur l'idée de tomber amoureux alors qu'on devrait apprendre à rester amoureux. » Et c'est là où ce qu'on disait par rapport au désir, c'est relativement difficile de se focaliser sur une personne et d'essayer de faire marcher quand le monde entier nous dit que ce désir, ce moment qui est éros, est au final le plus important et que ça doit rester sur le plan principal, en avant-scène de toutes les choses. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une remarque de Diane qui dit « Je suis pragmatique ». C'est très intéressant. Diane, c'est Bertrand, voilà, on verra tout à l'heure. Ce que je trouve intéressant dans Pragma, vous voyez, c'est c'est les amis et le couple. Donc, le couple devient un ami sur le long terme, un compagnon de vie. Et le deuxième, c'est qu'il n'y a pas du tout de sexualité. On n'en parle pas du tout chez les Grecs. C'est vraiment, et c'est comme il dit, ça mûrit sur le temps. Donc, je trouve que c'est relativement intéressant et on fait cette série pour que nos auditeurs puissent commencer à réfléchir. Et si vous êtes dans une relation sur le long terme et que ça va bien ou que ça va moins bien, je pense qu'il faut commencer à parler avec votre partenaire pour voir un petit peu voilà, ce que ça veut dire, cette idée de pragma. Et voilà, il faut avoir cette chose ensemble. Alors peut-être ce qu'on peut ajouter, c'est que pour moi, c'est aussi un des ingrédients du couple. Absolument.
que s'il est manquant, ça peut être gênant. S'il est seul ingrédient du couple, ça peut être gênant aussi. Quoique, chacun construit son couple selon son idéal, mais en tout cas, c'est un des ingrédients du couple. Mm. Et là, vous aurez remarqué, c'est Quand Harry rencontre Sally. C'est un film que j'ai revu peut-être l'été dernier. Et c'est vraiment, voilà, c'est des gens c'est deux personnes qui ne pouvaient pas se sentir, ils ne pouvaient pas se voir en peinture pour commencer, et ils sont devenus amis sur le temps, et après, ils sont tombés amoureux. Et c'est très intéressant parce qu'il y a toute cette expérience de vie, et puis ensuite, cette décision de continuer une histoire à deux. Donc, voilà, une très jolie histoire, et encore une fois, très bien écrite. Alors, comment je fais pour changer? Voilà. Le suivant, c'est Philosia. Et Philosia, eh bien, c'est l'amour de soi, c'est l'estime de soi. Alors, les points qui font que l'on a de l'estime pour soi, et ça m'a surpris, c'est d'être heureux de ce que l'on fait. C'est-à-dire que de se lever le matin et d'aller faire un travail ou d'avoir un projet qui nous intéresse, c'est de l'amour, de l'estime de soi, de se forcer à faire quelque chose que l'on n'aime pas, et ben, du coup, ça rentre en conflit avec cette estime de soi. Je trouvais ça intéressant. L'acceptation de soi et la compréhension de soi. Donc, vraiment partir voilà, à la recherche de qui on est et de ce qu'on veut faire. C'est différent du narcissisme, qui est de l'égoïsme, c'est du plaisir à court terme et de la richesse. Encore une fois, là, on peut voir un petit peu de narcissisme peut-être lié à Eros, même si je ne pense pas que ce soit interdit, l'Eros tout le temps, mais c'est vrai qu'il peut y avoir cette forme d'égoïsme dans ce type d'amour. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les Grecs parlaient de l'amour aux autres. On donne de l'amour aux autres quand on en a pour soi. Et voilà. Donc, si on n'a pas d'amour pour soi-même, on va avoir des difficultés sur les relations aux autres. Et on parle bien évidemment des relations amoureuses, mais des relations amicales également. Tout sentiment d'amitié à l'égard des autres est une extension des sentiments qu'un humain ressent pour lui-même. Je trouvais que ça, c'était très intéressant. Alors, j'avais fait des recherches également chez les bouddhistes. C'est assez mal vu au final d'avoir cette estime de soi, mais c'est balancé avec la compassion. Donc, s'il y a de la compassion, ça balance avec cette estime de soi. Pour eux, c'est voilà, c'est d'être. Je pense qu'ils comparent ça plus à du narcissisme, qui est la racine de tout le mal, de tous les maux. Alors, c'est vrai que dans la tradition chrétienne aussi, penser à soi avant de penser aux autres, c'est assez mal vu, hein. Enfin, en tout cas, on prône de s'occuper des autres avant de s'occuper de soi. Et je trouve ça assez dommageable pour le coup, parce que comme tu le disais, si on n'a pas une estime de soi et suffisamment d'amour pour soi, on ne peut pas le partager avec les autres, de toute façon. Ce qui est intéressant également, j'y pense là, Christelle, c'est des gens comme Viktor Frankl qui ont écrit de leur expérience à la sortie des camps de concentration. Donc, c'est un psychologue juif qui a passé des années dans les camps de concentration et donc qui a écrit un livre, et sans aller dans les détails du livre en règle générale, mais ce qu'il a dit, c'est que quand on cherche à faire quelque chose, plutôt que d'essayer de se concentrer sur soi, qui peut être une faiblesse du développement des personnels actuels, c'est-à-dire que plutôt que se mettre dans sa tête en dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est de regarder comment est-ce que je peux servir le monde. Donc au final, même si le catholicisme et les chrétientés, ce n'est pas forcément ma tasse de thé à 150%, je comprends qu'on pousse à regarder les hommes, à regarder en dehors d'eux-mêmes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, je pense, de faire une introspection et d'aller voir ces zones d'ombre et d'aller comprendre un petit peu comment on fonctionne et pourquoi, etc. Je pense qu'à un moment donné dans sa vie, c'est intéressant de le faire. Oui. Alors, j'argumenterais aussi dans ce sens-là. Je pense à l'abbé Pierre et les compagnons d'Emmaüs. En fait. L'abbé Pierre qui avait recueilli un ami qui allait pas bien et qui demandait comment faire pour aller bien. Et en fait, il lui a dit, occupe-toi de ceux qui vont pas bien. Tu pourras aller mieux. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est vrai aussi que de s'occuper des autres,
ça permet d'aller chercher des ressources en soi et puis de se décentrer un peu de son mal-être, bien Mm. sûr. Ouais. La source du bonheur. Mm, mm. Ensuite, comme je l'avais dit tout à l'heure, donc ils disent pas le A, c'est happy. Happy. Il faudrait que j'apprenne le grec. Happy. Alors, c'est l'amour inconditionnel. La religion donc, parle d'amour universel. Donc, on vient d'en parler. C'est l'altruisme, la compassion et l'empathie. C'est servir le bien-être de son partenaire également. Encore une fois, rapi, agapé, rapi. Il n'y a aucun désir sexuel, il n'y a pas de romantisme, c'est juste s'occuper du bien-être de son partenaire. Ça, je trouve ça intéressant. L'amour pour l'humanité et la vérité. Et c'est l'amour pour les étrangers, la nature et Dieu. Et donc, ce qui est intéressant sur ce point-là, c'est qu'on parle des étrangers. Et ils ont encore un autre mot, donc le 10e mot que j'ai découvert sur les mots d'amour, qui est xénia, qui est tous les rapports entre l'hôte et l'invité. Voilà. Qui n'y a pas vraiment à faire sur les types d'amour qu'on recherche, mais encore une fois, il y a un 10e terme. Et donc, c'est l'amour... voilà, le top du top, je dirais. Amour inconditionnel, c'est vrai que c'est pas L'amour mal. inconditionnel, voilà. Ouais, c'est chouette. Alors, puisque Cédric a dit que nos invités ne pourraient parler qu'à la fin, eh bien voilà, j'espère que vous allez bien et que vous suivez et que tout ça vous intéresse. Moi, en tous les cas, quand Cédric m'a parlé de ces mots autour de l'amour, j'ai trouvé ça très passionnant parce qu'effectivement, on en a une représentation finalement assez floue. On y met plein de choses et là de mettre des mots dessus, moi, ça m'a aidé et c'est comme si ça donnait plein de couleurs en fait aux relations et ça permet de les définir un peu plus clairement. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant en tous les cas. Ça met les choses en perspective. Ça veut dire, voilà, si on parlera du couple la semaine prochaine, donc je ne vais pas prendre des exemples sur le couple, mais je l'aime plus. Qu'est-ce que ça veut dire, je l'aime plus? Est-ce que je peux plus, voilà, est-ce que ça se passe au lit? Est-ce que ça se passe voilà, ailleurs? Est-ce que c'est un compagnon qui ne plaît plus? Enfin, il y a énormément d'autres choses à voir. On en discutera plus en détail dans le couple. Mais voilà, c'était pour donner, et je pense que les Grecs ont vraiment développé ces méthodes de langage qui est beaucoup plus précise que ce que nous, on parle aujourd'hui. Et du coup, quand on utilise un langage qui n'est pas précis, on va forcément se retrouver sur des problèmes de communication avec ses amis ou dans ses histoires amoureuses, forcément. Et voilà, je te remercie Christelle. Je te repasse la main sur le chapitre 3. Alors, quand le vocabulaire n'est pas précis, ça génère des difficultés. Et quand on a des représentations, ça enlève aussi de la précision. Donc, moi, il m'avait semblé intéressant, après tout ça, là, d'explorer un peu les représentations de l'amour. Je me suis bien amusée à faire ça. Alors, je ne me souviens plus lequel c'est, là, mais quand on prend plaisir, ah oui, c'est dans l'estime de soi, c'est quand on prend plaisir à faire ce qu'on fait. En tout cas, ça m'a beaucoup plu de faire ça et de vous faire un petit tableau voilà, des représentations de l'amour. Voilà. Alors, la première étape, c'est que notre idéal de l'amour et du couple se construit sur des représentations. Si tu veux bien nous mettre, voilà, Cédric. Le mot important, c'est représentation. Ce sont des images qui nous sont données à voir tout au long de notre vie, en fait, du couple et de l'amour, dans les médias, la publicité, les magazines, les émissions télé, le cinéma, l'art aussi. Tous ces supports nous proposent des représentations de la réalité. Ça n'est pas la réalité elle-même, ce sont des représentations. Et donc, c'est souvent un tableau assez... Nos parents, dit Diana. Donc, c'est souvent un tableau assez stéréotypé, avec peu de nuances.
Alors, bien sûr, on sait faire la différence entre des stéréotypes et la réalité. Mais ce qui est intéressant de pointer, c'est qu'il y a quand même un conditionnement qui existe avec la répétition des informations. Cette image, cette photo de Douaneau, par exemple, le baiser de l'hôtel de ville, là, elle est vraiment diffusée à toutes les sauces et ça participe à notre représentation de l'amour puisqu'on la voit un grand nombre de fois. Il y a une quantité de messages similaires qui nous sont posés comme ça, et ça finit par devenir une norme et un modèle d'identification. Et c'est un mécanisme assez inconscient, c'est important d'y réfléchir, et ben voilà, c'est important d'avoir conscience que notre idée de l'amour, alors elle se construit aussi avec la vision de nos parents, avec ce qu'on lit dans les livres, mais il y a quelque chose de très visuel dans ce qu'on nous donne à voir qui construit nos représentations. Oui, et puis bah, c'est depuis des centaines d'années, quoi. Si on repart dans l'art médiéval, ce sera pareil, hein, et Ouais. c'est vraiment ancré dans notre civilisation. Mm. Alors, ce qui est nouveau à l'échelle de l'histoire de l'humanité, ce qui est très récent, c'est la publicité. Euh, Si tu veux bien enchaîner. Ah oui, pardon. Et donc, la publicité se sert de ça, de l'amour. Alors, je vous ai choisi un petit exemple sur l'amour et les représentations. Je vous laisse regarder, ça dure quelques secondes, et puis on en reparle après. Nostalgie. Nostalgie. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. On va voir ça. On va beaucoup moins le savourer s'il n'y a pas le son. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée, et il va bientôt arriver, l'ami Ricoré. Il vient toujours au bon moment, avec ses pains et ses croissants, l'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Il choisit toujours la bonne heure, celle où on chante tous en chœur, l'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Ça existe encore, le Ricoré, en France? Ouais. Ah ouais, Ouais. dès que j'utilisais bonjour, moi j'adorais au petit déjeuner le matin. La pub Ricoré a eu vraiment beaucoup de succès, a été déclinée à des tas de sauces. Voilà, je vous laisse aller regarder, c'est très nostalgique, mais c'est très révélateur aussi d'une époque, hein. Vraiment. Ouais. Alors, le message, hein, c'est que tout le monde a droit au bonheur, voilà, que la pub nous dit comment se le procurer, notamment en achetant la Ricoré, voilà, et que le bonheur, c'est ça. Donc, c'est un père qui fait du sport, une mère qui met la table, un chien, un chat, un garçon et une fille, tous les deux très affectueux, une piscine, une maison en pierre, la campagne. Voilà. Bon. Je ne vous développe pas plus, vous avez compris. Même si effectivement, je le répète, ce sont des stéréotypes, je crois qu'on est tous un peu sensibles à ça et que quand même, c'est une certaine image du bonheur et de l'amour. On en rêve tous. Ricoré a réussi son effet, c'est clair. Voilà. Alors, pour ce qui est des représentations de l'amour et du couple, je me suis intéressée au cinéma. Et justement, il y a beaucoup d'amour au cinéma. Et ce qui était intéressant pour commencer, c'était de se demander qui aime qui au cinéma. Et si on fait un rapide tour d'horizon des films d'amour les plus populaires de ces dernières années, il y a un constat évident. La majorité des productions fait état de relations conventionnelles, hétérosexuelles, entre deux personnes blanches, jeunes et en bonne santé. Voilà, je pense à Titanic, La La Land, Bridget Jones, Adaline, Nos étoiles contraires. Voilà, tous ces films-là mettent en scène la même chose. Et si on veut avoir une chance de trouver l'amour au cinéma, il vaut mieux être blanc, hétérosexuel, mince, beau, jeune et en bonne santé. Donc, ce que vous ne verrez pas, c'est du handicap,
des gens d'un certain âge, c'est éventuellement des gays, et encore on commence à en voir, des gens noirs et âgés, ça c'est encore plus compliqué, des gens handicapés, c'est difficile. Voilà. Alors bien sûr, on peut me dire, on en voit. Moi, je parle des super grosses productions hollywoodiennes qui font des milliers d'entrées et que tout le monde va voir. Là, c'est un peu plus difficile. Ces représentations-là, on ne les voit pas. C'était important de le mentionner. Ouais, ouais, non, et ça va forcément inciter les gens, les spectateurs à s'attendre à une certaine vision, même inconsciemment, ce qui ne va pas aider non plus sur le temps quand les gens changent, quand les gens vieillissent. Et tout à fait, non, tout à fait d'accord avec toi. Alors, l'amour au cinéma, c'est beau, c'est passionnel, c'est romantique. Il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Je crois qu'on nous montre des images du couple et de l'amour essentiellement basées sur une attirance au premier regard, voire un coup de foudre, on va en parler, une sexualité torride et improbable, et surtout sans faux pas. Moi, ce qui m'a intéressé dans l'approche de ces stéréotypes, ce qu'on avait évoqué avec Cédric, c'est que ces représentations, elles nous imprègnent et qu'on a vraiment le sentiment d'être en échec si on ne correspond pas à ces représentations-là. On nous donne une idée de l'amour et si on n'est pas à la hauteur de ça, on peut se trouver, se dire que peut-être ce n'est pas de l'amour ou qu'on n'est pas à la hauteur ou qu'on ne fait pas tout ce qu'il faut. Et que, voilà, il y a une espèce de pression aussi là de la norme qui peut perturber les choses. Alors, je vous ai fait une petite liste des clichés de l'amour au cinéma, histoire d'en rire un peu. Et par exemple, s'embrasser sous la pluie. Voilà, le cinéma raffole des baisers sous la pluie. C'est esthétique, c'est passionné, c'est romantique. On vous l'avait mis en avant-première, ayez-le en tête, le petite vidéo humoristique là où on voit un jeune couple qui se déclare son amour et en fait en arrière-fond, il y a les décorateurs là qui versent un seau d'eau sur la tête de l'un et de l'autre. Bon, voilà, parce que concrètement, s'embrasser sous la pluie, ça arrive assez rarement. Et pour vous montrer que c'est quand même très surfait, eh bien, il y en a même qui arrivent à s'embrasser sous la pluie sans se mouiller les cheveux. C'est quand même très, très fort. Voilà. Mais on y est tous sensibles, hein, on ne va pas se moquer, on y est tous sensibles. Dans la famille des... Qu'est-ce qui te fait rire, Cédric? Non, c'est Photoshop. Ça marche très bien. C'est décliné à toutes les sauces et ce sont des moments souvent très intenses au cinéma. Alors, je ne sais pas si parmi nos auditeurs, il y en a qui se sont déjà embrassés sous la pluie, possiblement, voilà, mais c'est peut-être pas forcément la chose la plus simple à faire. En tous les cas, on peut être réellement amoureux même si on ne s'est pas embrassé sous la pluie. Ça a l'air d'être dans des pays chauds, en tout cas, une douche chaude. Parce que quand il fait chaud, il ne fait pas froid, bien sûr, bien sûr. Alors, un autre cliché très intéressant, c'est prendre un bain à deux, qui au cinéma semble être un grand moment de complicité, avec des confidences, avec de l'amour, de la mousse, voilà, beaucoup de belles choses. Dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué, hein, c'est souvent une baignoire trop petite ou une douche. Voilà, en tout cas, il y a à regarder aussi que voilà, c'est un contexte qui est quand même assez peu réaliste. Et à un moment donné, dans ta relation, tu veux la baignoire pour toi, hein, pour être tranquille. Surtout si elle est petite. Faut être honnête. Hein. Alors, un autre grand classique qui est l'acte romantique par excellence, c'est faire l'amour sur la plage. Voilà, alors avec la vue paradisiaque, les va-et-vient des vagues, le sable chaud. Donc, voilà. Je laisse tout à chacun réfléchir s'il a essayé ou pas et si ça correspond vraiment à l'idéal. En tous les cas, c'est très aussi vendeur et ça peut être décliné à toutes les sauces commerciales et les publicitaires le savent bien. Si tu veux bien nous montrer, Cédric, voilà, puisque avec cette idée, voilà, il y a même les vagues dans la publicité, j'adore. Ça nous donne une idée de l'amour, hein, comment ça doit être. Ça veut dire que ça doit être potentiellement sur une plage où il n'y a personne. Ça peut être au bout du monde, ça peut être un dîner
en amoureux avec le coucher de soleil, la table blanche et tout ça, tout ça. Trop mignon. C'est un passage obligatoire. Si tu aimes vraiment l'autre, c'est ça que tu lui offres. Ouais. Voilà. Évidemment, il y en a plein d'autres. Alors, si tu veux bien continuer, ce qui est intéressant, bon, voilà, je me suis amusée. Une belle idée de l'amour. Ah oui, alors, ce qui est beaucoup plus rare, ce que vous ne verrez pas, c'est 2 hommes sur la plage. Ça, par contre, c'est beaucoup plus rare. Et moins rare, mais ça m'intéressait de mettre cette image-là dans les représentations de l'amour homosexuel. Alors voilà, 2 hommes, c'est ça qu'on peut trouver. Et quand c'est 2 femmes, c'est aussi cette image-là qui me semble, moi, assez représentative d'un regard masculin sur l'homosexualité féminine. Voilà, où ce sont 2 jeunes femmes aussi minces, bronzées, maquillées, apprêtées, et qui semblent être la représentation du désir masculin, en fait. Voilà. Ouais. Et qui ne correspond pas forcément à le schéma type de la relation homosexuelle féminine. Alors, un grand classique, je crois que c'est bon, je vais m'énerver sinon. Un grand classique, c'est faire l'amour dans une voiture. Vous reconnaîtrez une scène mythique de Titanic, voilà, avec la main sur la vitre qui permet de transcrire beaucoup de choses sans les montrer. Voilà, et puis faire l'amour dans une cuisine, avec une grande scène aussi de Mr. et Mrs. Smith, voilà, qui dégage aussi un érotisme torride. Voilà. Après, libre à chacun de faire l'amour dans sa cuisine ou pas. En tous les cas, ce sont quand même des beaux clichés qu'on nous montre au cinéma régulièrement. Et alors, le must, c'est quand même le coup de foudre. Quand l'amour commence au premier regard, il faut savoir qu'au cinéma, l'amour frappe le héros, vraiment. Et c'est vraiment le vrai amour. C'est aussi très vendeur. Alors, vous reconnaîtrez là la scène Leonardo DiCaprio dans un remix de Roméo et Juliette. Et vraiment, il tombe éperdument amoureux juste en la voyant à travers l'aquarium. Voilà. Ça peut être aussi un célibataire un peu gauche dans Coup de foudre à Notting Hill, une bête monstrueuse dans La Belle et la Bête ou un pervers narcissique. Voilà. Le coup de foudre, de toute façon, c'est vendeur, ça marche bien. Et le temps s'arrête. C'est très valorisé au cinéma et aussi dans l'imaginaire social. C'est une illusion aussi que les médias et le cinéma entretiennent, puisque, par exemple, dans Mr. et Mrs. Smith, il s'y associe la légende d'un coup de foudre entre les 2 acteurs, en fait. Et on nous vend aussi voilà, l'idée qu'ils se sont rencontrés et que le coup de foudre était sur le plateau et aussi dans la vraie vie. Voilà. Ça nous amène à la question suivante. Est-ce que le coup de foudre existe ou pas? Je ne sais pas si on va débattre de ça ce soir. En tous les cas, moi, j'ai creusé un petit peu la question au sujet du coup de foudre. Il y a l'idée que quand les scientifiques ont exploré un petit peu l'idée, lorsqu'une personne tombe amoureuse, il y a 12 régions du cerveau qui s'activent pour libérer des molécules chimiques euphorisantes comme la dopamine, l'ocytocine ou l'adrénaline qui sont responsables du bien-être. Il y a des commentaires, ça me perturbe un peu. Ce sont les mêmes zones du cerveau qui sont impliquées dans l'émotion, la motivation, la récompense et qui réagissent à des stimuli visuels, olfactifs, tactiles ou auditifs envoyés par le partenaire. Et là, on va rejoindre la boucle qu'on avait commencée, où se pose la question si le coup de foudre n'est pas finalement une sorte d'attirance physique, qui serait finalement du désir, bénéfique à la reproduction. Voilà. Il y a une étude de l'INED qui dit qu'on se dirige spontanément et on a tendance à tomber amoureux vers les personnes qui correspondent à nos gènes, c'est-à-dire à nos critères physiques, la coiffure, les vêtements, le milieu social. On choisirait donc malgré nous nos conquêtes en fonction de nos idéaux physiques et aussi de notre passé. Donc le coup de foudre tel qu'il est montré dans les cinémas,
Je ne suis pas sûre que ça corresponde complètement à ça. Je pose la question, je pose le débat. Si on fait le lien avec ce que Cédric nous a exposé sur l'amour, qui se nourrit de relations, de temps, de choses communes, est-ce que le coup de foudre est possible? Je pose la question et voilà. Ce qui est intéressant de faire, c'est que on en avait parlé un peu dans la vidéo d'introduction, c'est que au final, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, c'est-à-dire que cette histoire d'érotisme, de désir, etc., va forcément se transformer en amour sur le plus long terme. Et au final, quand le mariage est fait, eh ben, ça devient presque beaucoup moins intéressant, voire même totalement oublié. Alors que Oui, c'est là vraiment que l'histoire commence, c'est-à-dire que c'est c'est ça. compagnon de vie. Ce qu'on nous montre au cinéma, ce sont effectivement, alors pourquoi pas un coup de foudre dans la vraie vie, mais ce qu'on nous montre, c'est une étape de la relation. Mhm. Et l'histoire souvent s'arrête avec ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Et c'est là où l'histoire commence dans la réalité. Ouais. Nathalie nous marque dans la discussion, peut-être que l'amour naît dans le désir. Je serais assez d'accord. Si tant est qu'il y a une discussion autour de ce qu'est l'amour et ce qu'est le projet à deux. Là, on empiète sur l'épisode 2, mais je pense que c'est important à un moment donné de se poser en disant qu'est-ce que ça veut dire de se mettre ensemble et de discuter sérieusement. Voilà, qu'est-ce que va faire, qu'est-ce qu'on veut créer. Encore une fois, regarder vers l'extérieur du couple et de voir non seulement des enfants, mais le genre de vie qui enrichit les deux. Oui, et puis moi je rajouterais, alors est-ce qu'on continue de s'aimer quand on ne se désire plus? Mmh. Quel type d'amour c'est? Voilà. Est-ce que c'est socialement accepté aujourd'hui? Pas vraiment. Mais est-ce que c'est le business? Est-ce que ça intéresse d'autres personnes que les deux personnes qui sont concernées? Je dirais non. Mais c'est vrai qu'il y a cette pression extérieure. Et puis, une autre question qui est intéressante, c'est qu'est-ce qui se passe quand on est attiré par une personne à un moment donné dans sa vie? Est-ce qu'on est forcément obligé de contrôler nos ardeurs? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir d'autres conclusions à avoir? Voilà. Encore une fois, on va parler de ça dans notre série, mais c'est intéressant d'en parler aussi. Ou encore, faut-il encore vouloir s'aimer quand il n'a plus de désir? Faut-il continuer? Je pense que c'est toute la discussion de nos épisodes. Et quand on l'a préparé, Nathalie, on était vraiment très clair qu'on n'avait pas une réponse oui, non, blanc, noir, gris. C'est un peu compliqué. Je pense que chaque personne doit vraiment poser cette question et avoir cette conversation honnête avec l'autre. Et voilà, et les défis sont autour du fait que il faut que les deux personnes, comme on disait dans Pragma, il faut que les deux personnes soient conciliantes et aient envie d'avancer, aient envie de discuter, qu'elles soient sur les deux, voilà, qu'elles soient bien dans leur tête, bien claires de ce qu'elles ont envie. On en revient à Philosia, qui est l'amour et l'estime de soi. Ça revient de son histoire personnelle. Enfin, ça veut dire qu'au final, on conjugue énormément de scénarios. Quand deux personnes se rencontrent, on ne sait vraiment pas vraiment où est-ce que ça peut mener, est-ce que les conséquences. En espérant que ça ait répondu un peu à ta question, Nathalie, mais c'est ce qu'on veut faire avec cette série, avec cet épisode, si vous vivez à deux, c'est d'être capable d'aller avoir cette conversation avec votre autre moitié et de discuter un petit peu sur voilà, qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui va se passer après. Alors, je vais rebondir, moi, deux choses. Cédric, le mot moitié me fait un peu grincer, parce que ça laisserait à penser qu'on n'est pas entier quand l'autre n'est pas là. Voilà, donc
Bon, c'est un terme intéressant. Ouais, non, c'est intéressant toutes ces discussions au final où on a forcément voilà, enfin, je l'ai fait sans y penser vraiment, mais de réfléchir à où est-ce qu'on est influencé par tout le monde extérieur. Ça commence très tôt, hein, ça commence dès qu'on ouvre un conte de fées, c'est une Bien princesse sûr, et un prince charmant. Le prince charmant sauve la princesse et voilà, bien sûr. et il se marie avec beaucoup d'enfants. Donc, et ça fait Et une entité. j'en reviendrai à ce que j'évoquais au moment du désir, c'est qu'effectivement, il y a l'idée d'un manque et que l'autre vient combler ce manque et que c'est aussi l'idée de l'âme sœur, hein, où l'autre vient compléter la personne que je suis. Enfin, je ne suis pas complète tant que l'autre n'est pas là, en fait. Voilà. Et Mm. pour revenir aux propos de Nathalie, moi, je poserais cette question-là aussi par rapport à ce que j'évoquais sur le désir, puisqu'on dit que le désir, à partir du moment où on a obtenu l'objet du désir, on ne le désire plus. Est-ce que le désir ne peut pas s'entretenir aussi par choix, en fait? Puisque là, moi, c'est pas très clair pour moi, mais il y a aussi effectivement cette idée de société de consommation qui nous amène à désirer toujours autre chose. Est-ce que Le c'est pas nouveau, oui. possible d'envisager de continuer à désirer ce qu'on a, en fait? Et je crois que c'est aussi une ligne vers le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on a déjà, que ce soit des objets ou son conjoint ou son partenaire de vie. Euh, alors, la société de consommation ne nous pousse pas dans cette démarche-là, mais peut-être aussi c'est possible euh, dans une démarche active. Alors, on ne va pas non plus parler du couple, mais voilà. Il y a Nathalie qui nous propose un avis. Le désir doit s'entretenir pour durer. Il faut peut-être accepter que la notion de désir évolue avec le temps. Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, je rebondis sur ces diverses couleurs de l'amour que tu nous as proposées. Et peut-être que c'est ça aussi un couple, mais on ne va pas empiéter sur l'épisode 2. Mais que peut-être ces différents ingrédients, ils prennent plus ou moins de place selon les étapes du couple. Voilà, avec un moment avec plus d'éros parce que c'est le début du couple et que c'est le désir qui prend la place. Et puis peut-être qu'à un moment, c'est ludus parce que le couple partage autre chose. Enfin, voilà. Peut-être aussi, c'est à chacun de faire sa cuisine. Oui, et ce qui m'a, dans mes recherches ces derniers mois, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est qu'on conçoit forcément deux personnes ensemble. On ne conçoit pas voilà. Alors que si on regarde l'histoire, on a toujours vécu en tribu. Et récemment, et je parle récemment des 200, 300, 400 dernières années, on est à deux. Et il n'y a pas de discussion, il faut se marier et il faut vivre à deux. Pourquoi on ne vivrait pas à 3, à 4? Enfin, c'est pas moi qui ai envie de vivre à 3 à 4, c'est simplement pourquoi. Et j'ai posé la question et je n'ai pas trouvé de réponse. Tout le monde assume qu'il faut forcément être à deux et tout le monde assume qu'il faut une vie n'est pas réussie si on n'a pas un amour qu'on a en jeunesse et qu'on apporte jusqu'à 70, 80 ans, jusqu'à sa mort. Mm. Et je trouve ça quand même intéressant que personne ne pose cette question. Est-ce que c'est vraiment honnête? Enfin, même en regardant les taux de divorce, etc. Et tout le monde voit leur divorce en tant qu'échec, alors que voilà, des gens qui ont passé 10, 15, 20 ans ensemble, on balaie tout juste parce que maintenant on a décidé de se séparer. Et est-ce que, bon, il y a forcément l'idée qu'on perd un petit peu là. On est triste parce que c'est une perte, c'est effectivement, mais quelle est la part de la pression extérieure avec ça? La société et la part de la responsabilité de tous ces... Enfin, plus je fais des recherches, plus je trouve des psychanalystes, des psychologues, d'autres personnes qui vont faire voilà, tout faire pour ranimer la flamme, pour relancer l'envie, relancer ce désir sexuel, etc. Alors que, bon, peut-être que c'est terminé, c'est terminé. Enfin, c'est assez marrant que personne ne se questionne en disant, ben voilà,
C'était une belle histoire, ça s'est bien passé, bravo. Maintenant, il faut passer à autre chose, c'est normal, c'est la vie. Alors moi, L'amour je est compliqué à deux, alors à trois, oui, ça Et pourquoi pas? Peut-être que je ne sais pas de qui ça vient, si c'est de Bertrand ou de Delphine, mais je suis assez d'accord avec toi. C'est pas que j'ai une idée derrière la tête en disant il faut qu'on vive tous dans des Bertrand, dans des coins un peu hippies, etc., et qu'on vive en communauté avec Non, je ne suis pas du tout comme ça. C'est simplement que je me questionne pourquoi est-ce qu'on est forcément à deux, quoi. C'est ça. Alors moi, je rebondirai là-dessus parce que pendant mes études, j'ai exploré les travaux de Irène Théry, qui est une sociologue plutôt connue, qui a travaillé sur la famille et sur les évolutions de la famille, notamment au moment du mariage pour tous, puisque le passage de la loi a fait réfléchir à ce que c'était un couple. Alors on en reparlera à l'épisode 2, encore une fois, sans empiéter dessus. Mais Irène Théry, elle disait que la famille évolue de toute façon, puisque avec cette histoire de couples homosexuels qui ont des enfants, où on se retrouve des fois avec des configurations de femmes qui élèvent un enfant et en parallèle deux parents, deux hommes qui ont aussi participé à la conception de l'enfant, et qu'on se retrouve avec un espèce de quatuor avec un enfant au milieu, ou aussi des familles un peu élargies avec des familles recomposées, voilà, et puis aussi des familles à distance. Alors c'était avant le confinement, mais il y avait aussi l'idée qu'il y a aussi des couples qui fonctionnent à distance, ou pas forcément dans le même pays ou pas dans la même ville, et qu'il y a quand même des choses qui évoluent dans la notion de couple. Oui, ouais, c'est un sujet très intéressant et c'est un peu la raison pourquoi j'ai lancé Tout Neuf Odyssée. C'est parce que je trouve que d'un point de vue masculin et même féminin, hein, pour le coup, on n'en parle pas vraiment. C'est parsemé. Il y a pas vraiment de discussion qui essaye de faire la synthèse de toutes ces informations et de les partager, quoi. Et je pense que c'est intéressant de savoir, et surtout quand on est en couple et que ça se passe pas bien, bon, en règle générale, on est un peu seul et on ne sait pas forcément à qui se tourner ou à qui discuter avec, comme tu viens de dire, hein, les différents scénarios qui peuvent arriver. Les personnes qui vivent séparées dans des pays différents avec le papa qui voit ses enfants tous les 3 mois parce qu'ils sont à l'autre bout du monde ou qui ne les voit pas du tout ou inversement. Donc, c'est assez intéressant. Donc, je voulais rebondir là-dessus en disant que je ne sais pas si vous avez certainement vu, je fais tous les midis à 13h, donc ça fait 14h heure française, 13h heure anglaise, parce que nous, en Angleterre, on est reconfinés jusqu'au moins au mois de mars. J'ai relancé les petits cafés entre amis que je fais une fois par jour. Ça ne marche pas aussi bien que la dernière fois, je vais être honnête, mais ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est qu'il y a une discussion qui peut se faire les vendredis. Donc, c'est 14-15 heures, c'est peut-être pas idéal pour ceux qui veulent nous rejoindre, mais on peut avoir voilà, un cercle de parole pour discuter un petit peu de chacun. Et je pense que pour l'avoir vécu moi-même, c'est intéressant sans avoir aucune personne n'essaye de fixer les problèmes, juste de poser son problème du moment, sa discussion, etc. Ça peut être relativement intéressant. Donc voilà, c'est les vendredis, c'est mixte, donc pour les hommes et les femmes qui nous écoutent, si vous voulez nous rejoindre pour discuter, juste parler, vous êtes les bienvenus. Enfin, me rejoindre, parce que pour l'instant, c'est plus mon initiative que celle de Christelle. Je ne sais pas si tu es disponible, mais c'est plus mon initiative. Mais voilà, c'est des cercles de parole pour discuter. Est-ce que vous avez d'autres questions? Modèle chrétien de vivre à deux jusqu'à la mort. Oui, oui. Alors là, les chrétientés, oui. Oui. Et d'ailleurs, je voulais ajouter ça quand tu en parlais. Effectivement, le modèle du couple, c'est le couple qui dure. Et donc, d'où le sentiment d'échec quand le couple ne dure pas. Mais pourquoi pas imaginer un autre modèle de couple? Effectivement, pourquoi pas? Oui, voilà. Ouais. Et on en parlera la semaine prochaine. On a
Et on en discutait la semaine dernière avec Christelle et on a vraiment des choses très intéressantes à partager. Et sans donner des informations, ouais, il y a vraiment des choses qui existent et je ne comprends pas, enfin je ne comprends pas. Elles sont bien évidemment disséminées dans des articles, des blogs, des livres de plusieurs auteurs français, etc. Et on va essayer de condenser ce qui est le plus le meilleur, la meilleure information pour vous la partager. Alors, est-ce que tu as la diapo suivante, Cédric, pour nous afficher le programme de la semaine prochaine? Voilà. Voilà. Et puis, peut-être tu peux nous lire le commentaire de à l'extérieur. Oui, à l'extérieur, désir ou amour, moi j'ai envie des deux. Absolument, Alex, mais avec la même personne ou avec des personnes différentes, c'est quoi Ah oui, ton… c'est intéressant de poser cette question-là. Et alors, dans le Q&A, Question and Answer, il y a un petit 1 sur mon écran. Est-ce que quelqu'un a Ah, posé une question? Niki, Amine. Merci Niki, bienvenue. Voilà, alors Niki aurait dû utiliser la discussion pour dire qu'elle était in, et puis tous les gens auraient dû dire les questions et réponses dans questions et réponses. Mais ça marche jamais. J'ai déjà fait plein de webinaires, personne ne comprend. Donc, Il devrait faire juste une seule, et puis c'est tout. oui, c'est ça. Et là, est-ce qu'il y en a une là-dedans qui est intéressante? Est-ce qu'il y a une Il n'y a question? il y a pas de question, c'est juste Niki qui nous dit elle vient d'arriver. D'accord. Eh bien, bienvenue, Voilà. Niki. Voilà, bienvenue. On va s'en aller. De toute façon, on va bientôt finir. On s'achemine vers la fin. Est-ce que par le chat, là, vous pouvez nous dire si vous avez des commentaires? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez appris des choses? Ouais, Est-ce qu'on a voilà. juste brassé quelques idées reçues? On attend vos commentaires avec impatience, en tous les cas. Voilà. Ah, merci. Ah, merci Nathalie. Ce qui serait super, super, merci Nathalie. Ce qui serait super, c'est si vous pouvez mettre des commentaires sur l'événement de True North Odyssey et puis partager autour de vous. Ok, Niki, c'est à 13h heure anglaise. Alors, pour ceux qui ont loupé, qui voudraient venir nous entendre parler du couple et qui auront manqué Cool. l'épisode précédent, Cédric, tu vas t'organiser pour qu'il puisse être revu, cet épisode 1. Hein. Voilà. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va, on va le poster sur YouTube, True North Odyssey. Et, je le partagerai aussi avec Christelle qui pourra le mettre sur son site ou sur sa page YouTube également de Parlons Sexe. Je pense que vu le temps qu'on a passé dessus, on a commencé à 19h, il est 20h15. Ouais, je pense ce sera mis demain dans la journée, voire peut-être jeudi. Mais voilà, on va le reposter. Donc, on commence, Christelle et moi. On a vraiment hâte de travailler ensemble, collaborer pour 7 autres épisodes. Donc, on a plein de choses à parler. Et si vous êtes les bienvenus, encore une fois, partagez vos impressions, surtout si c'est positif, mais encore une fois, si c'est négatif, on aimerait vraiment en entendre. Qu'est-ce que vous auriez aimé entendre? Qu'est-ce que vous trouvez un peu bien, moins bien, etc. Et bien, la semaine prochaine, donc comme j'ai dit au début, on va essayer de faire un rendez-vous tous les mardis enregistré. Donc, si vous ne pouvez pas être là, il sera disponible sur YouTube. Et vous pourrez encore une fois nous rejoindre, poser vos questions et apporter un petit peu d'informations pour alimenter le débat. Et encore une fois, c'est vraiment pour objectif de poser des questions et voilà, et essayer d'exprimer un petit peu tout ce qui se passe dans vos vies, etc. L'idée, c'est effectivement d'instaurer un échange. Cédric et moi, on a beaucoup travaillé le sujet. L'idée, c'est de vous partager un petit peu nos recherches, mais c'est vrai que les retours, c'est aussi très intéressant parce que vous avez aussi de votre côté des fonctionnements différents, des expériences de vie, des recherches, peut-être des références qu'on n'a pas. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est les retours, les échanges via le chat. C'est quand même un vrai beau partage. Dans ces cas-là, ça nous enrichit aussi, de toute façon. Ouais. Je vois qu'il y a Nicolas Vergniaud. Nico, je ne sais pas s'il nous entend toujours. Qu'est-ce que tu en as pensé?
C'est un copain, je me permets. Ah oui, c'est ça. C'est peut-être un peu compliqué de répondre à cette question, surtout qu'ils ont besoin de digérer toutes ces Oui, informations-là. voilà. Je vais pas, je vais- En tous les cas, Voilà. le rendez-vous est pris pour mardi prochain, avec plaisir. Voilà. Eh ben, c'est super, merci. À Je- bientôt à vous, on en en tous les cas. parlera, on aura plus tard. Ok, Ouais. Et super. puis, on est joignables l'un et l'autre de toute façon via nos sites et nos Voilà. adresses. Donc, True North Odyssey, ce sera disponible sur YouTube. Si vous pouviez aimer nos pages, mettre un petit pouce bleu, apparemment il est bleu maintenant, sur Christelle et à moi, mettre un petit peu de commentaires, dire un petit peu, en parler un peu autour de vous, ce serait super. Voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés ce soir. C'était vraiment très gentil de votre part de prendre 1 heure et demie de votre temps pour être avec nous. Et on vous dit à bientôt. Merci à vous. À bientôt. Au revoir, à bientôt.